Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Voilà, l'OTAN a encore fait un sommet sonné par une phrase du président français Emmanuel Macron. Il a dit « Ce qu'on est en train de vivre, c'est la mort cérébrale de l'OTAN. » La mort cérébrale de l'OTAN. En fait, il a dit une autre phrase aussi importante, à mon avis, de cette mort cérébrale de l'OTAN. Il a dit « L'ennemi de l'OTAN, ce ne sont ni la Russie, ni la Chine, mais le terrorisme. » Alors, l'OTAN, cette organisation militaire datée de la guerre froide, aura-t-elle encore toujours raison d'exister? Bon, je suis très heureux aujourd'hui d'avoir un ancien diplomate, Wu Zhexian, l'ambassadeur Wu Zhexian, bonjour. Bonjour. Bonjour, voilà, de venir sur notre plateau pour nous donner ses explications, ses points de vue sur l'OTAN. Voilà, monsieur l'ambassadeur, l'OTAN, cette organisation datée de la guerre froide. Auparavant, l'ennemi de l'OTAN était clair, c'est l'Union soviétique. Alors maintenant, l'Union soviétique est morte. Il n'y a plus de l'Union soviétique. Alors l'OTAN a-t-il encore raison de survivre? Une très bonne question, très intéressante. Il faut poser cette question aux pays membres de l'OTAN. Oui, bon, voilà. Alors, justement, comme vous venez de dire, l'OTAN a été créée juste après la Deuxième Guerre mondiale, voilà, dans le contexte de confrontation idéologique entre bloc Est et bloc Ouest. À l'époque, il y avait donc l'Union soviétique. Il y a une autre organisation militaire, c'est l'organisation de pacte de Varsovie. Voilà. Donc qui était le contrepoids de l'OTAN. Bon. Donc on peut. Et il y avait deux blocs. Très clairs. Deux blocs basés sur la confrontation idéologique, mais aussi militaire. Bon. Donc, à l'époque, la situation était tendue. Bon. Mais c'est vrai que aujourd'hui, la situation a considérablement évolué. Alors, l'Union soviétique a éclaté, la guerre froide n'existe plus. Bon, l'échiquier international a considérablement changé. Est-ce que l'OTAN a encore une raison d'être? C'est ça justement la question. Voilà. Je pense que tout le monde se pose la même question, y compris les pays membres de l'OTAN. C'est pour cette raison, je crois, que le président français, M. Macron, a bien dit qu'aujourd'hui, ce n'est plus la Russie ni autres pays qui sont ennemis de l'OTAN. Il propose donc la tâche de l'OTAN, la lutte contre le terrorisme. Peut-être c'est une solution. Bon, mais en tout cas, est-ce que cette organisation militaire a vraiment une raison de continuer son existence? On ne voit pas très clairement. On ne voit pas très clairement parce que même pour lutter contre le terrorisme, c'est la communauté internationale entière, c'est-à-dire y compris la Chine, qui doit se mobiliser, unir tous les efforts pour venir à bout à ce fléau. Ce n'est pas uniquement la tâche de telle ou telle organisation politico-militaire. Donc, franchement, on ne voit pas clairement quelles sont les raisons qui justifient encore une telle organisation militaire basée à l'époque sur la confrontation idéologique et militaire. Donc le contexte international a beaucoup changé. C'est une très bonne question, à mon avis. Il faut la poser à tous, surtout aux pays membres de l'OTAN. J'aime bien savoir leur réponse. Bon, vous le savez, avant ce sommet, tout à l'heure, j'ai mentionné aussi, le président français Emmanuel Macron a dit ce que nous sommes en train de vivre, c'est la mort cérébrale de l'OTAN. Alors, c'est-à-dire, pour lui, l'OTAN n'a plus de moyens d'être dirigée efficacement par ni les États-Unis ni l'Europe. Donc, l'OTAN
est encore une organisation, comment dirais-je, efficace, une organisation militaire efficace? Ben, justement, on ne voit pas non plus très clairement quelle est l'efficacité de l'OTAN. Bon, pendant la guerre froide, bon, ben, c'était évidemment une confrontation directe. Voilà. Donc c'était une organisation qui jouait un rôle militaire, politico-militaire, bon, ben, basé surtout sur l'aspect militaire. Bon. Mais comme il n'y a plus d'ennemis, alors à quoi ça sert un instrument militaire? En plus, lorsque le président français fait allusion à cette mort cérébrale, je crois il est en train de signaler une vérité, c'est que voilà, au niveau de la direction de l'OTAN, est-ce qu'il y a encore cette autorité, ou bien est-ce qu'il existe encore une volonté commune de tous les pays membres de l'OTAN d'agir ensemble face à telle ou telle situation d'urgence? Alors, comme il n'y a plus ce genre de situation d'urgence éventuelle, comme dans le passé, comme à l'époque de la guerre froide, la volonté unanime sur le plan politique de tous les pays membres n'est pas évidente. N'est pas évidente. S'il n'y a pas cette volonté commune, voilà, d'agir ensemble face à une situation imaginaire, alors comment on peut imaginer une efficacité au niveau de la direction? D'autant plus que, voilà, avec la direction actuelle des États-Unis, qui critique justement certains aspects de l'OTAN, voilà, surtout les États-Unis critiquent le manque de participation financière des autres pays membres de l'OTAN. Alors, quand il y a ce genre de voilà, querelle déjà au sein de l'OTAN, entre voilà, les principaux pays membres, comment on peut imaginer une efficacité? D'ailleurs, pour nous qui sommes les observateurs, nous ne souhaitons pas une efficacité de l'OTAN parce que foncièrement, la raison d'être de l'OTAN n'est pas évidente. Mais pourquoi on souhaiterait une efficacité? Bon, ben, on se rappelle l'intervention de l'OTAN dans l'Afghanistan, le bombardement réalisé par l'OTAN contre l'ex-Yougoslavie. Est-ce que ce sont des actions militaires souhaitées? Je ne crois pas, parce que ce qu'on voit comme résultat, c'est la souffrance des gens, voilà, qui ont été victimes de ces interventions. D'accord. Bon, donc, cette question de mort cérébrale, bon, à mon avis, il faut carrément la situer dans le contexte de la question précédente. Est-ce que l'OTAN a encore une raison d'être? Voilà. En fait, les membres de l'OTAN agissent selon ses propres intérêts. Apparemment, entre eux, la divergence sont devenues de plus en plus nombreux. Par exemple, la Turquie, quand la Turquie intervient dans la Syrie, la France était contre. Mais c'est un gros problème d'ailleurs, voilà, pour les relations entre les pays membres de l'OTAN. Mais la Turquie, bon, on parle beaucoup ces temps-ci de l'intervention militaire de la Turquie en Syrie, bon, mais au début c'était un problème déjà entre la Turquie et les États-Unis, voilà, et puis entre la Turquie et bon, l'Europe, voilà, entre les autres pays de l'Europe. Bon, ça c'est déjà un aspect, voilà, qui montre clairement qu'il y a des divisions, voilà, au sein de l'OTAN. D'ailleurs, cette division ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas de l'intervention de la Turquie en Syrie. Mais depuis longtemps, il y a des problèmes entre la Turquie et les États-Unis à propos de l'achat de l'armement russe, par exemple. Donc, oui, la Turquie a acheté un système d'antimissiles S-400 contre les avions de combat américains. Ça fait beaucoup de bruit. Les Américains menacent la Turquie de ne plus vendre, voilà, donc les avions F-35, etc., etc. Donc, vous voyez,
Mais c'était impensable à l'époque de la guerre froide. C'était impensable que la Turquie achèterait des avions, des systèmes antimissiles à l'ancienne Union soviétique. La Turquie, c'est un pays à part entière de membre de l'OTAN. Bon. Alors, bon, mais aujourd'hui, la situation a changé. Bon, il y a eu pas mal de problèmes entre la Turquie et les États-Unis. D'abord, non seulement il y a ce problème de l'achat des armements, on se rappelle, il y a eu aussi à un moment donné un putsch militaire qui a failli coûter la vie du président turc. Bon, ben, ça fait beaucoup de bruit aussi. Bon, et puis cette fois-ci, évidemment, il y a aussi un problème entre la Turquie et les pays européens à propos de la situation en Syrie. Mais déjà, bon, si on parle de l'intervention militaire de la Turquie en Syrie, il y a tout un contexte. C'est un contexte d'abord du chaos en Syrie depuis 7 ans, depuis le début du printemps arabe. Ce fameux printemps arabe, bon, alors cette situation chaotique qui a suivi le déclenchement du printemps arabe, qui est-ce qui a contribué à ce chaos? Ben, je pense que les forces extérieures ont beaucoup contribué à ce chaos, mais aujourd'hui, ben, ils subissent les conséquences. Par exemple, le flux des réfugiés. Bon. Alors, bon. Donc, c'est une question très compliquée. Aujourd'hui, bon, la Turquie attaque la Syrie, voilà. Avec cet argument de lutter contre les Kurdes. Bon, voilà, pour la Turquie, les Kurdes sont des terroristes. Tandis que pour les Français, les autres Européens, non, c'est pas vrai. Ce sont des alliés, ce sont des forces démocratiques qu'il faut appuyer. Bon, mais à mon avis, il y a une chose qui est claire. Il ne faut pas s'ingérer dans les affaires intérieures de la Syrie. La Syrie a déjà perdu combien de vies humaines depuis le début du conflit? Ça fait déjà combien de morts? Ça fait déjà plus de 370 000 morts en Syrie. C'est un pays qui compte uniquement un peu plus de 20 millions d'habitants. Ben, vous voyez, bon. Donc voilà. Je signale cet aspect-là, ben, c'est pour vous dire que bon, il ne faut pas voir uniquement les querelles entre les pays membres à propos de telle ou telle intervention militaire. Ben, il faut voir de façon plus générale, c'est-à-dire il faut cesser toute intervention étrangère dans les affaires intérieures d'un pays, parce que c'est là l'origine de beaucoup de problèmes. Est-ce que ceci dit, les États-Unis sont en train de perdre son pouvoir au sein de l'OTAN, parce que même Donald Trump a répété de nombreuses fois que l'OTAN est obsolète. Apparemment, Trump ne veut plus l'OTAN. Est-ce que c'est vrai? Je ne crois pas. Je ne crois pas que Trump ne veut plus l'OTAN. Il veut simplement forcer les membres européens de payer plus. De payer plus. Parce que il pense que les États-Unis payaient trop. Voilà. Donc, il n'a pas dit que les États-Unis se retireraient de l'OTAN. Non, il n'a jamais dit ça. Ben, par contre, voilà, depuis sa prise en fonction, les États-Unis se sont retirés de l'accord de Paris. L'accord de Paris, contre l'UNESCO, lutte contre le changement climatique. TPP, voilà. Ils se retirent de beaucoup de... Voilà, de l'accord nucléaire de l'Iran. Les États-Unis se sont retirés de beaucoup de cadres de coopération internationale, mais il n'a jamais dit le retrait des États-Unis de l'OTAN. Il a simplement dit, bon, ben, maintenant, bon, l'OTAN est obsolète, je crois que c'est dans le sens de forcer les pays européens de payer plus. Je crois que c'est ça. Bon, je ne pense pas que les États-Unis vont lâcher prise, non, je ne crois pas. Mais pour lui, pour Donald Trump, si la France, si le président Macron a dit que la Russie et la Chine ne sont pas les ennemis de l'OTAN, est-ce que pour lui, pour Donald Trump, l'OTAN a toujours un ennemi qui s'appelle la Russie? Là, justement, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Vous voyez, au sein des États-Unis, il y a certainement des gens qui considèrent la Russie comme l'ennemi numéro 1, accompagné d'autres ennemis. Voilà,
Vous savez, voilà, il y a des gens qui ont des idées extrémistes, à mon avis, voilà, qui voient des choses de façon un peu extrémiste, c'est-à-dire inventer des ennemis partout. Bon. Alors que la Russie n'est pas du tout l'ancienne Union soviétique. Ça a beaucoup évolué. Bon. Mais il y a d'autres Américains qui sont accusés justement d'avoir des relations illégales avec la Russie. Vous savez, il y a toujours cette querelle. Cette querelle. Donc c'est très compliqué de voir quelle est l'opinion générale des Américains vis-à- -vis de la Russie. Je crois que c'est très divisé. C'est très divisé. C'est très divisé. Donc voilà, il n'y a pas une opinion unanime. Il n'y a pas une opinion unanime. Bon, mais ce qu'il faut souligner, c'est que, évidemment, c'est tout à fait dangereux et puis illogique de désigner ou inventer un ennemi. Bon, mais ça c'est certainement négatif pour le pays inventeur lui-même, parce que au lieu de vivre tranquillement, voilà, en coopération avec les autres, inventer un ennemi, voilà, c'est de se chercher des ennuis, à mon avis. Mais apparemment, c'est ce que certains experts, certains politiques occidentaux sont en train de faire, chercher un ennemi, inventer un ennemi. Vous voyez, depuis Obama, les États-Unis tournent leurs yeux vers l'Asie, vers l'autre côté du Pacifique, et ils disent que oui, maintenant, nous devons tourner vers l'Asie parce que l'émergence de la Chine est devenue une menace pour les États-Unis. Est-ce que l'OTAN va jouer aussi un rôle dans ce cadre-là? Est-ce que les États-Unis, par exemple, prennent l'OTAN comme un outil pour essayer de, comment dirais-je, contre l'émergence de la Chine? Peut-être dans la tête de certains en politique des États-Unis, ils pourraient envisager l'utilisation de cet outil qu'elle entend dans le but de endiguer, comme on dit à l'époque, endiguer l'émergence de la Chine. Mais je ne crois pas que c'est un outil qui pourrait être utilisé, parce que les Européens, à mon avis, les pays membres de l'Europe, n'ont certainement pas cette volonté de suivre les États-Unis dans cette stratégie de endiguer la Chine. Non, je ne crois pas, parce que les relations entre la Chine et l'Europe se développent plutôt dans les meilleures conditions, malgré certains petits problèmes, à mon avis, tout à fait secondaires. Donc les relations sino-européennes se développent très très bien. Les principaux leaders des pays européens viennent visiter la Chine tous les ans. Tous les ans, voilà. Comme Emmanuel Macron, par exemple. Comme Madame Merkel, comme les premiers ministres britanniques. Il y a un mécanisme de rencontre annuelle entre les dirigeants des deux côtés, c'est-à-dire entre l'Union européenne et la Chine, mais aussi entre la Chine et certains, les principaux pays de l'Union européenne. Bon. Donc les relations Chine-Europe se développent très très bien. Je ne vois aucune raison pourquoi les pays membres de l'OTAN européens suivraient certaines idées de certains Américains, certains décideurs américains, pour endiguer l'émergence de la Chine. Non, je crois que Mme Merkel récemment a dit aussi il ne faut plus raisonner en termes de guerre froide lorsqu'on gère les relations avec la Chine. Elle a raison, elle a tout à fait raison. Bon. Et d'ailleurs, lors de la récente visite du président français, M. Macron, il a prononcé aussi un discours à Shanghai en faveur de multilatéralisme, la coopération, l'ouverture. Donc, je ne vois
aucune raison, voilà, pour les pays membres de l'OTAN européen, voilà, de suivre les États-Unis dans une politique d'endiguement. Mais le problème, c'est que, vous voyez, les États-Unis maintenant viennent, leurs porte-avions viennent sur le détroit de Taïwan, sur la mer du Sud. Les États-Unis provoquent un peu la Chine et la Chine réagit. Si par malheur il y a un conflit ou un accrochage entre la Chine et les États-Unis, vous savez très bien qu'il y a le 5e article de l'OTAN, c'est-à-dire lorsqu'un membre de l'OTAN a un conflit avec un pays tiers, tous les autres pays ont le devoir d'y participer. Alors dans ce cas-là, l'OTAN va jouer un rôle à côté des États-Unis contre la Chine? Alors, premièrement, j'aimerais bien dire que ce scénario est absolument improbable. C'est-à-dire, d'abord, bon, les États-Unis, c'est vrai, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Les États-Unis, depuis toujours, depuis pratiquement la naissance de la Chine nouvelle, envoient soit des navires, soit des avions à la porte de la Chine, histoire d'intimider un peu la Chine. Mais bon, de moins en moins, ce petit jeu ne sert plus à rien. Voilà, ne sert plus à rien face au développement de la Chine, face à la capacité de défense de la Chine. Mais d'ailleurs, ce que j'ai remarqué, c'est que depuis quelques années, il n'y a plus d'avions qui viennent à la porte de la Chine. Mais, je crois que c'est paradoxalement grâce au progrès technologique. Peut-être les États-Unis jugent inutile d'envoyer des avions à la porte de la Chine, puisque la satellite joue déjà pleinement le rôle. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde lance des satellites. Bon, ce n'est plus la peine d'envoyer. Mais ils continuent à envoyer des navires. À mon avis, c'est juste pour faire un petit jeu d'intimidation. Bon, est-ce que ça sert encore à quelque chose? Absolument rien. Voilà, à mon avis, absolument rien. Bon. Donc voilà, on s'en fiche complètement. On s'en fiche complètement de cette petite présence momentanée des navires américains à la porte de la Chine, qui sont vite chassés par escordés, voilà, par les navires chinois. Bon, ben, ce sont des petits jeux. Bon, ben, on ne fait pas beaucoup d'attention. Et de là à provoquer un conflit militaire, je ne crois pas du tout. D'ailleurs, on a déjà eu 2 guerres avec les États-Unis, malheureusement. La guerre de la Corée, et la guerre du Vietnam, et les résultats, vous le connaissez, c'est pas la peine que je vous redonne l'explication. Bon, dans ce cas, la deuxième question, est-ce que les pays européens pourraient suivre en cas d'un conflit imaginaire? Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas. Ils n'ont aucun intérêt. Ils n'ont aucun intérêt. D'ailleurs, aujourd'hui, le mécanisme au sein de l'OTAN, je crois, n'est plus comme l'époque de la guerre froide. À l'époque, c'était vrai, bon, il y avait une confrontation directe et à proximité entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Mais aujourd'hui, si jamais il y a un conflit très loin de l'Europe, est-ce que les autres pays européens sont obligés de suivre les États-Unis sous prétexte de l'article 5 de l'OTAN? Je ne crois pas du tout, parce que chaque pays va dire, bon, il faut justifier une intervention, parce qu'il y a tous les aspects à considérer. Les relations avec la Chine, alors le risque de prendre une action militaire dans une région lointaine, il y a tous les risques et les coûts. Il faut que tout ça justifié auprès de l'opinion interne d'ailleurs, voilà, bon, et auprès de l'opinion internationale. Donc je ne crois pas. Donc c'est simplement une question pour amuser, je crois. Pour amuser. Ah, bon. Est-ce que comment voit l'OTAN, l'avenir de l'OTAN, surtout dans le milieu des recherches en Chine? Est-ce que les experts chinois pensent que l'OTAN aura encore un avenir, cette organisation si ancienne qui a daté presque déjà un demi-siècle? Je pense que, d'après ce que j'ai lu dans la presse, je pense que les experts chinois raisonnent à peu près comme moi. Peut-être ça va continuer à exister, parce que il y en a beaucoup dans le monde occidental qui n'ont pas encore totalement rejeté cette
idée de confrontation idéologique datant de la guerre froide. Peut-être c'est quand même un outil, voilà, sur lequel ces gens-là peuvent reposer cette mentalité de confrontation. Mais ça c'est uniquement à ça, à mon avis, parce qu'il n'y aura pas vraiment un emploi réel, voilà, indispensable. Voilà. Peut-être ils pourront encore utiliser cet outil contre certains objectifs proches, par exemple. Je ne me rappelle plus, est-ce que l'intervention contre la Libye, c'était au nom de l'OTAN ou c'était simplement au nom de quelques pays? Bon, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, ce genre... non l'OTAN. Ah, c'est pas l'OTAN. Bon, alors, mais antérieurement, c'était l'ex-Yougoslavie. Peut-être dans un cas similaire, ou bien dans un contexte antiterroriste. Voilà. Comme le président français a proposé, l'OTAN peut jouer encore un petit rôle. Bon, mais en tout cas, comme je l'ai dit dès le début, c'est un rôle qui peut très bien être joué par un autre canal, c'est-à-dire avec la solidarité internationale. Parce que l'OTAN, il faut toujours se rappeler, c'est un instrument de la guerre froide. Voilà, s'il n'y a vraiment plus la nécessité de garder cet outil, on ne voit vraiment pas comment on peut assurer l'avenir de l'OTAN, sauf garder cet outil juste pour reposer une vieille mentalité de confrontation, mais qui n'a vraiment plus beaucoup de cours dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce que la Chine et l'OTAN ont une réelle relation, par exemple? Est-ce que la Chine a des choses à négocier ou à contacter l'OTAN? Ou bien la Chine n'a aucun lien avec cette organisation? Là, je ne vais pas m'hasarder. Je crois que, en principe, la Chine n'a pas besoin d'établir un lien avec l'OTAN. Ça n'a rien à voir avec nous. Voilà. C'est très loin. Mais l'OTAN arrive à notre frontière lorsque l'OTAN a lancé cette guerre contre l'Afghanistan. Évidemment, nous condamnons l'intervention des forces étrangères dans l'Afghanistan. Bon. Alors, nous ne pensons pas qu'il y ait une nécessité de créer un lien de coopération ou quelconque, ou d'échange avec l'OTAN, mais il existe beaucoup de mécanismes de communication, de concertation, de discussion entre la Chine et l'Europe, d'un côté, entre la Chine et les États-Unis aussi. Il y a tous les mécanismes de dialogue sur le plan de sécurité, d'accord, pour éviter justement d'éventuels accrochages au conflit. Bon. Là, je pense que c'est utile. En plus, ce genre de dialogue sont établis non seulement pour éviter des situations négatives, mais aussi pour favoriser la coopération dans le domaine de sauvetage, par exemple, sauvetage maritime, la lutte contre les catastrophes naturelles, la lutte contre le terrorisme, justement. Donc, il existe des mécanismes de dialogue sur le plan de sécurité entre les armées, y compris entre l'armée chinoise et l'armée américaine, et entre l'armée chinoise et les armées des pays européens, pour mener bien la coopération. Je crois que c'est ça l'idée dominatrice de la Chine, c'est-à-dire développer les relations de coopération entre les différentes armées, pour le bien-être de l'humanité entière, mais pas pour se battre. D'accord. Bon, voilà, pour l'amitié de l'humanité, c'est pas pour se battre. Non, c'est pas pour se battre. Ok. Bon, merci beaucoup, l'ambassadeur, c'est très clair. Merci aussi à nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.